Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Pierre Le Vigan, qui est connu, vous avez écrit il y a quelque temps, Avez-vous compris les philosophes? C'est le dernier livre sorti. Oui, c'est le dernier livre qui va de Platon à Heidegger. Vous êtes entré dans mon champ, monsieur. Juste devant. Et le deuxième livre, qui va être le sujet de la conférence de ce soir, Achever le nihilisme. Donc je pense que vous allez évoquer l'apparition de ce mot, peut-être sur un coup d'œil aux révolutionnaires russes, et jusqu'à l'époque moderne. Sachez que dans quelques temps, vous aurez sur le site l'émission qu'on a faite il y a quelque temps dans une radio privée, qui recoupe en gros ces thèmes du nihilisme. À vous, cher ami. Merci, frère Thierry. Bonsoir à tous. Merci au cercle Le Retour au réel. Donc, le sujet, c'est le nihilisme. Dans la foulée de ce livre qui est paru début 2019, Achever le nihilisme, je pourrais aussi indiquer comme sous-titre, en quelque sorte, le nihilisme, le comprendre, pour mieux le surmonter. Donc, une première remarque, ça sera tout simplement sur mon titre, Achever le nihilisme. C'est un titre qui pose d'emblée une question, parce que achever, ça a deux sens. Le premier sens, nous le savons, c'est achever quelque chose, c'est aller jusqu'au bout. Si vous avez commencé à tricoter un pull, eh ben, vous achevez votre tâche, c'est-à-dire que vous avez fini de tricoter ce pull. Vous avez mené à bien votre action. Mais achever, ça a aussi un autre sens, c'est par exemple en finir avec un ennemi. À la guerre, quand on achève l'adversaire, c'est qu'on l'a tué en général. Donc, mon livre assume ces deux dimensions de achever. En d'autres termes, j'explique qu'il y a un cycle du nihilisme et qu'il faut en quelque sorte être conscient qu'il ira certainement à son terme et que ce n'est qu'après que nous pourrons surmonter le nihilisme. En d'autres termes, on ne peut pas en finir avec le nihilisme si on n'a pas bien compris toute la dimension, tout le processus qui est commencé. Donc, quel est ce cycle du nihilisme? Le cycle de quoi? En d'autres termes, quelle est la forme prise par le nihilisme contemporain? C'est ce que nous allons voir. Alors, retenons dans un premier temps deux indices. Deux indices qui feraient signe vers le nihilisme. L'un serait le culte de la performance technique, indépendamment de toute finalité, premier indice. Et deuxième indice, c'est tout simplement le culte du progrès. Nous verrons ces deux indices émerger, faire surface en quelque sorte, au moment où nous verrons apparaître le visage du nihilisme contemporain. Avant d'achever donc le nihilisme, il va nous falloir étudier ces différentes faces, ces différents aspects. Il va donc nous falloir aller au-delà de la réaction naturelle qui serait de vouloir tout de suite restaurer les bonnes valeurs, les valeurs solides, les valeurs qui sauvent. Parce que si nous voulons trop vite restaurer ces valeurs, nous risquons de ne pas comprendre quel est le processus complet qui nous a menés là où nous sommes. Il va donc nous falloir aller au-delà des réactions superficielles. Une réaction superficielle ne nous permettrait pas de comprendre toutes les dimensions du nihilisme, de comprendre toute la profondeur du nihilisme. Nous allons donc essayer de comprendre que le nihilisme pose la question d'un au-delà même des valeurs, et cet au-delà même des valeurs, c'est une opération quasi alchimique qui consiste à renouer avec l'écoute du monde, et j'en dirai un petit peu plus. C'est quelque chose qui nous amènera à reprendre des questions qui sont celles finalement de la métaphysique et de son dépassement.
Donc cet au-delà finalement cet au-delà des valeurs, c'est en fait le sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sens prend toujours appui sur l'essence, sur le ressenti, c'est-à-dire sur une esthétique, sur le sentiment du beau. En d'autres termes, le sens spirituel des choses ne nous éloigne pas du sensible, contrairement à ce que pouvait le faire penser une lecture rapide de Platon, mais nous ramène au sensible. Le sens prend appui en fait sur l'essence, sur le ressenti. Il nous faut donc ultimement reprendre contact avec le sacré, avec la source de l'être, reprendre contact avec le mystère du monde, que l'on soit chrétien ou pas, comme chacun voudra. Il s'agira bel et bien de la même chose, être à l'écoute du mystère du monde. Il s'agira donc de reprendre contact avec une pensée au-delà même de la philosophie et au-delà même de la pensée, qui sera une pensée à l'écoute de la beauté du monde, une pensée contemplative. Avant même de penser, nous voyons vivre le monde, et c'est ce voir vivre qui va déterminer notre pensée. Il ne faut pas oublier qu'en grec, théoria, ça veut tout simplement dire vision. Vision, voir. Ça renvoie à l'œil, à la vue. Alors, le terme nihil, nihilisme, nihil, ça veut dire rien, tout simplement. Mais quand ce terme a-t-il été employé? Alors en fait c'est assez récent, ça remonte à 250 ans, guère plus, en 1761 dans un livre de Jean-Baptiste Crevier. Alors Jean-Baptiste Crevier est très peu connu. Quand il parlait de nihilisme, il désignait une hérésie religieuse. Il s'agissait pour Jean-Baptiste Crevier de critiquer les chrétiens qui ne croient qu'en la nature divine du Christ et qui nient que le Christ est aussi une nature humaine. Donc vous le voyez, c'est une hérésie proche de celle des monophysites, c'est-à-dire que Dieu n'aurait qu'une seule nature, et c'est les gens qui croiraient que Dieu n'a qu'une seule nature seraient les nihilistes, dit Crevier. Alors, dans ce domaine-là, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment une, comment dire, l'usage premier du terme nihilisme est donné en fait dans un sens strictement religieux, très restrictif. C'est un sens qui ne durera pas, c'est-à-dire que le terme nihilisme prendra très vite une signification infiniment plus large que de critiquer simplement les gens qui ne croient que en la nature divine du Christ et qui ne croient pas en la nature humaine du Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Quelques décennies, 20 ans après Jean-Baptiste Crevier, on a un personnage un peu difficile à définir parce qu'il était un petit peu médecin, un petit peu philosophe, écrivain, alchimiste, qui s'appelait Jacob Obereit, qui lui appelle nihiliste toute conception qui nie que les choses retournent à leur créateur. Donc là, c'est toujours un sens religieux, mais beaucoup plus large, déjà beaucoup plus large. Alors, Jacob Obereit, en ce sens, pensait qu'il pouvait qualifier de nihiliste la philosophie de Kant, qui selon lui, on n'entrera pas dans ce débat parce que ça serait toute une vaste question, selon lui la philosophie de Kant niait que la création retourne à son créateur. La vraie naissance en fait philosophique du concept de nihilisme, c'est avec Friedrich Heinrich Jacobi, donc Frédéric-Henri Jacobi, qui vivait à la fin du XVIIIe siècle. Il est mort en 1819, donc vous voyez, contemporain de la Révolution française, des guerres de la Révolution et de l'Empire, de la Restauration. C'est un Allemand, comme son nom le fait penser. La raison, expliquait Jacobi, permet d'atteindre des vérités ultimes, et ceux qui nient cela sont nihilistes. En ce sens, il pensait que Kant, avec sa théorie de l'inconnaissabilité des noumènes, c'est-à-dire des choses en soi, était nihiliste. C'est ce qu'explique Jacobi dans sa lettre sur le nihilisme, qui est un document fondamental, document de départ de toute analyse de la question philosophique du nihilisme, lettre sur le nihilisme qui est de 1799. Et donc il critiquait toutes les philosophies fondées sur l'ego, toutes les philosophies post-cartésiennes. Alors, en ce sens, donc, Descartes, Kant, Fichte, contemporain de Jacobi, peu ou prou, serait donc nihiliste ou menacé par le nihilisme parce qu'il voit mal les possibilités de la raison, parce qu'il sous-estime la possibilité de la raison, ou bien subordonne la raison à un mode d'emploi. Et de fait,
on sait que Kant considérait qu'effectivement la raison n'a pas réponse à tout. Comment dire? On sabotait, selon Jacobi, les fondements de la croyance en Dieu en édictant l'inconnaissabilité d'un certain nombre de choses. On sapait les fondements de la religion. Dès ce moment, donc, il y a un lien qui est fait entre la négation de la connaissabilité des choses, c'est la thèse de Kant. Nous ne pouvons pas connaître toutes les choses et surtout nous ne pouvons pas connaître l'en soi des choses. Il y a un lien qui est fait dès ce moment entre donc, cette négation de la connaissabilité des choses et la fin de la croyance en un monde créé par Dieu. Dans le nihilisme, on a souvent espéré, alors ça peut paraître paradoxal, mais le nihilisme a été source d'espoir. Alors, quel était cet espoir? En fait, c'est un espoir qui a un sens pour le philosophe. Le nihilisme aurait été le scalpel, en quelque sorte, l'outil, l'instrument qui permettrait d'y voir clair dans la vie, dans le monde, dans les choses. Le nihilisme déblayerait le terrain du réel des scories, des idoles, des fausses valeurs, des faux semblants, des masques, des maquillages. C'était donc pas rien de penser que le nihilisme permettrait finalement de voir le vrai visage du monde. C'était l'espérance que le nihilisme permette de déchirer les voiles du mensonge, d'en finir avec les hypocrisies et de mettre à nu les vérités de nos sociétés, de dénoncer éventuellement l'imposture de nos sociétés, de montrer que ce que nos sociétés tiennent pour vrai peut être mensonger ou peut être trompeur. Donc, énorme espérance en fait philosophique. Le nihilisme permettrait en quelque sorte de faire la lumière, dans la lignée peut-être de la philosophie des Lumières, sur la vie, sur la société, sur le monde. Est-ce que le nihilisme est cela? Est-ce que est-il ce qui décape le réel pour en faire apparaître la couche originaire? Le réel apparaît-il plus clairement après le passage du nihilisme? Alors la question nécessite un éclaircissement et en fait, elle nécessite de définir plusieurs types de nihilisme et vous allez le voir, des bons nihilismes, entre guillemets, mais aussi des mauvais nihilismes. Alors, il nous faut là, pour le coup, reprendre à nouveau un petit peu de recul pour revenir sur cette étymologie du nihilisme. Nihilisme veut dire rien, nous l'avons vu, mais il y a beaucoup à dire sur ce rien. Beaucoup a été dit. D'ailleurs, disons d'abord ce que n'est pas le nihilisme. Ce n'est pas la même chose que l'étude philosophique de la place du néant. Ce n'est pas la même chose que l'étude des évangiles du rien, comme disait l'écrivain Pierre Gripari. Ces évangiles du rien ont circulé dans la pensée à toutes les époques, de Diogène jusqu'à Sioran, en passant par Ionesco, etc. Tout ça, c'est la philosophie du néant, c'est la philosophie du non-être. Le cœur du nihilisme n'est pas cette philosophie, car le cœur du nihilisme est avant tout un trouble dans l'âme humaine, plus qu'une philosophie. C'est un trouble qui devient parfois une doctrine, qui se prétend parfois une philosophie, mais qui, à la base, est autre chose, encore une fois, un trouble dans l'âme humaine. En d'autres termes, on n'est pas nihiliste comme on est thomiste, ou comme on est augustinien, ou comme on est marxiste. Vous voyez, tous les istes, tous les ismes aussi. Donc le nihilisme, si c'est un trouble, c'est un état d'esprit. Ah, lequel? Et comment surgit-il? Alors on nous dit souvent que le nihiliste, c'est celui qui ne tient à aucun idéal. Le cynique en quelque sorte. Alors le nihiliste serait en tout cas le désabusé, le cynique, l'homme froid, calculateur, qui ne reconnaît aucune valeur, autre que son intérêt, autre que l'efficacité, autre que la réalisation de ses pulsions, quitte à faire du mal autour de lui. Parce que si on lui dit « vous avez enfreint la morale », il ricane et « quelle morale ?» dit-il. « Je nie l'existence d'une morale ». Ça, c'est le portrait typique du nihiliste. Et c'est ainsi qu'il apparaît quant à sa psychologie. Pourtant, du point de vue philosophique,
les choses se présentent autrement. On dit que le nihiliste est celui qui n'a pas d'idéal. Nous venons de voir ça, le portrait psychologique du nihiliste, c'est celui qui n'a pas d'idéal. Mais le paradoxe, c'est que la fin des idéaux a pu être un idéal philosophique, et même un idéal humain tout court. Alors, c'était par exemple l'idéal de Nietzsche. L'idéal de Nietzsche, c'était la fin des idéaux de son temps. Pourquoi? Parce que Nietzsche disait, les idéaux de mon temps, les idéaux de mon époque, ce sont des idéaux médiocres. Et il faut les abattre. Il est bon, disait Nietzsche, de dévaloriser les idéaux si ceux-ci sont bas. C'est ce qui pourrait permettre l'apparition des valeurs supérieures. Il s'agit donc de dévaloriser les valeurs inférieures, les valeurs de pitié, de charité et de médiocre vertu, dit Nietzsche, pour valoriser à leur place les valeurs supérieures, les valeurs de fierté, les valeurs de puissance, les valeurs d'affirmation de soi, les valeurs de création. Donc ça, c'est une des théories philosophiques par rapport aux idéaux. Le nihilisme, dit Nietzsche, c'est dévaloriser les valeurs supérieures. Et c'est en ce sens que Nietzsche se dit anti-nihiliste. Nietzsche a donc une position anti-nihiliste, mais on pourrait dire la même chose à l'envers. Le nihilisme, c'est valoriser les valeurs qui sont basses, les valeurs inférieures. Nietzsche parle parfois pourtant d'un bon nihiliste, d'un bon nihilisme. Est-ce qu'il se contredit? Non, parce qu'en fait, le bon nihilisme, selon Nietzsche, c'est un instrument, c'est celui qui détruit les valeurs inférieures, c'est celui qui détruit les médiocres idéaux pour faire place nette, pour accéder au seul combat qui vaille, le combat avec soi-même. Alors on peut penser à la figure qui est notamment chrétienne du combat avec l'ange, donc le combat avec soi-même, le combat pour se surpasser et le combat pour inventer de nouvelles valeurs. C'est pourquoi quand les valeurs qui dominent une société sont déjà des valeurs supérieures, par exemple chez les Grecs de l'Antiquité, eh ben Nietzsche récuse le nihilisme comme instrument de destruction des valeurs existantes. C'est pourquoi Nietzsche refait le procès qui a été fait à Socrate, en étant du côté des accusateurs de Socrate. Il accuse Socrate de vouloir détruire les valeurs supérieures. Le nihilisme, selon Nietzsche, n'a donc aucun rapport avec le vrai, avec la vérité. Le nihilisme, c'est ce qui entrave la force et la vie. Le mauvais nihilisme, c'est ce qui entrave la force. Le bon nihilisme, c'est ce qui détruit les chaînes qui empêchent les forts d'être forts. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut laisser la force s'épanouir, dit Nietzsche, et si les forts sont bridés par de la morale, il faut détruire cette morale pour que les forts puissent réaliser dans le monde leur force. Donc ce qui est bon, c'est ce qui libère les forces, c'est ce qui libère les énergies, c'est ce qui libère les vitalités, les productivités, le goût de produire, le goût de créer, notamment le goût de créer des œuvres d'art. Donc voilà cette analyse de Nietzsche qui est la plus importante sur la question du nihilisme avec celle de Heidegger. Mais celle de Heidegger n'est qu'une réponse à celle de Nietzsche. La réponse de Nietzsche est la réponse qui a engagé le débat de fond sur la question du nihilisme. Donc l'analyse de Nietzsche nous amène à un deuxième niveau, au-delà de la question du bon et du mauvais nihilisme. Ce deuxième niveau, c'est l'interrogation sur la notion même de haute valeur. Si des valeurs sont hautes, ça n'a pas de rapport avec la vérité. Il faut bien entrer dans cette conception nietzschéenne pour la comprendre. Ce sont des artifices nécessaires. Les valeurs hautes, selon Nietzsche, rétrécissent l'horizon, mais ce rétrécissement est nécessaire car, à l'opposé de tout intellectualisme, le rétrécissement de l'horizon nous permet d'être efficaces et d'aller dans une direction. De même que quand on fait un plan photo ou un plan vidéo, on peut zoomer sur un interlocuteur dans un débat pour voir la force qui se dégage de son intervention, eh bien effectivement, il faut là rétrécir l'horizon. Qu'est-ce que zoomer si ce n'est rétrécir l'horizon? Un zoom, c'est quoi? C'est le contraire du grand angle en photo. Donc pour agir, il faut borner son horizon. Pour être efficace, il faut ne pas voir trop de choses à la fois, ce qui d'ailleurs était un précepte de Napoléon. Napoléon disait à propos de l'armée autrichienne, les Autrichiens sont de bons soldats,
mais il voit trop de choses à la fois. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il se laisse disperser par une surinformation, et dès lors, ils ne savent pas prendre en temps voulu la bonne décision stratégique. Et du coup, Nietzsche, en quelque sorte, a une philosophie qui est en quelque sorte la philosophie d'un stratège qui réinvestit le propos de Napoléon dans la pensée même. Donc, ce qu'il faut, c'est découper l'horizon, être capable de découper l'horizon, donc de le rétrécir pour y inscrire notre destin, et c'est cela, échapper au nihilisme de Nietzsche. Les valeurs hautes, quand bien même seraient-elles un artifice, et elles sont un artifice, sont nécessaires pour se projeter en avant. C'est cela, nous dit Nietzsche, que n'a pas compris Socrate. C'est pour cela que Socrate est un ratiocineur, c'est pour cela qu'il devait être condamné, et condamnons-le à nouveau, nous explique Nietzsche. Parce qu'en fait, Socrate voulait enlever aux Grecs les valeurs qui les rendaient forts, au nom de la vérité. Mais Nietzsche dit, ce qui compte, c'est pas la vérité, c'est de préserver ce qui les rendait forts. Donc il fallait garder ces valeurs. Et donc il fallait faire taire Socrate. Qu'aurons-nous à faire, en quelque sorte, de la vérité quand nous aurons perdu la force? Ça, c'est une phrase qu'il faut bien méditer, en fait. Qu'aurons-nous à faire de la vérité quand nous aurons perdu la force? Effectivement, la vérité, si nous la connaissons, mais que nous n'avons aucun levier pour nous en rapprocher, au fond, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Il y a une question de fond là qui est posée hein, sur le sens de notre destinée humaine, en quelque sorte. C'est cela, nous dit Nietzsche, que n'a pas compris Socrate. À Socrate, il faut donc préférer, par exemple, Gorgias de Léoncium, Calliclès, qui faisait l'éloge de la force, contre Socrate, on le voit dans les textes de Platon. Et aux hommes qui cherchent la vérité, il faut tout simplement préférer les sophistes, qui manient le langage comme un élément de stratégie, qui joue avec la vérité. C'est toujours celui qui joue qui a raison, nous dit Nietzsche, puisque l'enfant a toujours raison contre le vieillard, nous dit Nietzsche. Et l'enfant joue, et le vieillard ne joue plus beaucoup, malheureusement. Nous avons donc vu que le jugement que l'on porte sur le nihilisme n'a de sens que si on le réfère aux idéaux qui sont menacés par le nihilisme. Il se pose ensuite une autre question qui est la contradiction interne du nihilisme. Tous les nihilistes veulent tuer donc des idéaux. Le nihilisme, c'est par essence une négation. Mais en même temps, comme tous les ismes, c'est une négation fortement affirmée. C'est-à-dire qu'un nihiliste, c'est quelqu'un qui affirme qu'il faut nier. Alors c'est tout de même un paradoxe, parce qu'en fait c'est une foi. Le nihilisme est une foi, mais c'est une foi dans l'incroyance. C'est un petit peu ça le paradoxe. En ce sens, le nihilisme n'est jamais absolu, parce que comme l'avait remarqué Albert Camus, un nihiliste absolu ne pourrait que se suicider. Donc le nihilisme ne nie jamais tout, il ne nie pas notamment qu'il soit en train de nier en ce moment. Il ne se nie pas lui-même. À ce moment-là, s'il se niait lui-même, il affirmerait sa propre inexistence. Il nous faut donc prendre la mesure de cette contradiction interne du nihilisme, de ce paradoxe. Le seul nihilisme absolu serait le suicide. Autrement, nous avons finalement des nihilistes qui sont tous en un sens inconséquents. Nous avons parlé plus haut du nihilisme comme état d'esprit. Il y a deux façons d'arriver au nihilisme. Par la férocité ou par la faiblesse. Par la rage de détruire ou par l'aquabon. Par la fureur ou par la fatigue et l'épuisement. Par l'excès de force ou par l'excès de faiblesse et l'excès de renoncement. Ce sont en fait deux pôles du nihilisme que l'on retrouve tout au long de son histoire. Le pôle de la fureur, en quelque sorte, le pôle du découragement. Donc le nihilisme est une psychologie, je l'ai dit tout à l'heure, et il faut toujours le garder en tête. On peut analyser philosophiquement ce que nous sommes en train de faire, une psychologie.
Les pôles du nihilisme, fureur ou apathie, n'ont pas les mêmes conséquences par contre. Du côté de la fureur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut détruire les idoles. Du côté de l'épuisement, on ne croit plus dans les idoles. On ne croit plus en rien. La fureur est donc du côté actif. Détruire, c'est encore agir, hein, c'est prendre un marteau, casser, c'est agir. Et c'est un nihilisme qui jubile en quelque sorte dans la destruction. C'est un nihilisme en quelque sorte satanique. Et ce nihilisme n'est pas, ce nihilisme du côté de la fureur, c'est pas un néant de la volonté. C'est une volonté, mais c'est une volonté de néant. Hein, ce n'est pas un néant de la volonté, c'est une volonté de néant, une volonté de détruire, une volonté du rien. Vouloir le rien, c'est très différent que de ne rien vouloir. L'épuisement, le deuxième pôle du nihilisme, c'est tout différent. C'est passif. On ne se donne pas la peine de détruire quand on est épuisé. Par contre, on prétend que les choses par elles-mêmes se sont vidées de sens. On ne veut pas, par exemple, détruire la patrie ou l'idée de patrie. On dit, la patrie, ça ne veut plus rien dire. C'est comme ça. Je n'y crois plus en la patrie. Je ne vais rien faire contre, puisque de toute façon, elle n'existe déjà plus à mes yeux. Elle s'est déjà effondrée, elle est déjà morte, elle est déjà détruite. Donc je ne crois plus en la patrie, ou je ne crois plus en la famille, ou je ne crois plus en l'amour, ou je ne crois plus en l'amitié, etc. Les choses ont cessé d'avoir du sens, en quelque sorte. Elles se sont vidées de sens, un peu comme une... je ne sais pas, comme une poche, voilà, comme un... voilà. Et, comment dire dans ces figures, alors, il y en a plein, une qui est assez représentative, qui est assez oubliée hein, maintenant, c'était Maurice Sachs, une sorte de dandy des années 30, qui est mort, qui était plus ou moins devenu collaborateur de la Gestapo, semble-t-il, pendant la guerre, et qui est mort vers 1942, dans des circonstances sombres, et qui était le type même de quelqu'un qui visiblement ne croyait plus en rien, tout en étant par ailleurs cultivé, brillant, intelligent. C'est pas du tout la question. Les nihilistes sont rarement d'ailleurs des idiots, mais quelqu'un qui n'avait pas d'idéal, quel qu'il soit. Le nihilisme est donc destructeur ou bien passif. Ce sont ces deux modes d'apparition. Soit on est un nihiliste au marteau, soit on est en quelque sorte un nihiliste persuadé que la vie n'a aucun sens parce qu'on ne lui en trouve pas du sens. On ne lui trouve pas ce sens. On n'est pas capable de lui insuffler peut-être aussi ce sens. Donc le nihilisme destructeur, c'est le contraire d'un scepticisme, parce que si on ne prend pas le monde au sérieux, pourquoi vouloir le détruire? Celui qui veut détruire le monde, pour le coup, il ne conteste pas que le monde existe. Et, oh, voilà, j'ai du travail, il faut que je détruise tout ça. On connaît comment on appelait Nietzsche, on l'appelait le philosophe au marteau. Hein, vous connaissez tous cette expression. Donc le nihiliste destructeur est convaincu de la nécessité de détruire. Est-il d'ailleurs vraiment nihiliste? Parce que le vrai nihiliste ne voudrait rien détruire puisqu'il ne croirait pas en la réalité des choses. En tout cas, le nihiliste découragé, lui, c'est l'homme sans espérance. C'est l'homme saisi par une passion triste. C'est l'homme qui ne croit plus en rien, ni en lui, ni en les autres, ni en Dieu, ni en un Dieu. Alors c'est un passage dans la psychologie de tout un chacun. C'est le passage de l'Aquabon ou de J'en ai marre. On passe tous, même par épisode dans notre vie, par des moments de à quoi bon faire ça, à quoi bon réparer cette voiture qui tombe tout le temps en panne, que sais-je, ou j'en ai marre, sentiment d'épuisement, d'envie de passer à autre chose, d'usure, de fatigue, de mauvaise fatigue, pas la fatigue du marcheur qui a fait une randonnée, qui a atteint son objectif, qui voulait aller sur le plateau du Mont Froid, qui est arrivé, qui est redescendu, qui est content de lui. Non, la mauvaise fatigue de celui qui est fatigué par exemple par un travail répétitif. C'est toute la question un peu de l'aliénation hein, dans le monde moderne.
Ce nihilisme passif, il a beaucoup à voir avec l'ennui, avec le sentiment de manque de sens que peut avoir notre vie à certains moments, à certaines époques. Alors, en ce sens, on serait tenté de dire, pour faire image, que l'artisanat, l'ébéniste, etc., l'artisanat, c'est un métier fondamental, ontologiquement, par lui-même, antinihiliste. Vous voyez, parce que si vous faites quelque chose qui doit être beau, vous faites une chaise, il faut qu'elle soit belle, vous la réparez, il faut que le client soit content, puis vous-même, vous avez envie d'être content de vous. C'est fondamentalement antinihiliste parce que vous ne pouvez pas faire ce métier si vous ne croyez pas à la nécessité de produire du beau. Et par contre, si vous êtes ouvrier à la chaîne, à faire toujours le même geste répétitif en fonction des paramètres de la machine, vous êtes en fait un appendice de la machine, et bien là on pourrait dire qu'en quelque sorte le travail à la chaîne il est ontologiquement nihiliste, parce qu'il est quand même très difficile de trouver du sens à ce travail. Le seul sens, c'est qu'effectivement vous avez besoin à la fin du mois de votre fiche de paye, mais vous avez du mal à avoir l'impression de produire du beau. Donc Marx avait parlé d'aliénation, sur ce point évidemment, par rapport au salariat, on ne lui donnera pas tort. Donc ce nihilisme passif a à voir avec le sentiment que la vie ne mène à rien, le monde ne mène à rien, etc. Que l'homme, et pourtant l'homme a besoin de sens, il n'a pas seulement des besoins matériels, il a des besoins spirituels, il a des besoins de l'ordre de ce qu'il va laisser comme trace, il a des besoins d'être fier de lui-même, d'être fier de ce qu'il fait. Il a le besoin de donner une image digne à ses enfants. Il a besoin, dans ses relations avec les autres, que lui soit renvoyée une image la plus valorisante possible de lui-même. Ça, c'est ce que Hegel appelait tout simplement le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire d'être reconnu par l'autre. Quand quelqu'un vous dit « Ah, j'aime bien ce que vous faites », c'est du beau travail ce que vous faites. On a tous besoin de ça. Au moins autant d'ailleurs que d'être payé, même s'il faut effectivement tenir compte des besoins matériels. Mais la révolte des Gilets jaunes d'ailleurs, on voit très bien qu'il y avait bien entendu des revendications matérielles, mais aussi l'envie de ne plus être considéré comme des ploucs, et l'envie le besoin d'être estimé, de voir sa dignité reconnue. Alors, donc, ces deux pôles, actifs, passifs, féroces, renonçants, furieux, découragés, ça nous évoque un petit peu la maladie maniaco-dépressive, qu'on appelait aussi à une époque folie circulaire. Je dis circulaire parce que ça circule du pôle de la fureur au pôle du renoncement, puis ça repart vers la fureur, etc. Bien sûr, mais il y a une dimension sociale. J'y ai fait allusion à propos, par exemple, du salariat. Et le nihilisme peut se dépasser lui-même quand on a conscience de cette dimension sociale. François Ruffin avait eu cette formule très intéressante à propos des Gilets jaunes. Il avait dit « Les hontes privées se sont transformées en colère publique ». Donc les hontes privées, c'est-à-dire le côté découragé, s'est transformé en colère, c'est-à-dire avec le côté furieux du nihilisme, mais une colère publique, collective, qui fait sens, parce qu'elle est partagée. En ce sens, ce nihilisme de la colère, parfois féroce, il est sain quand il est libérateur. Nous le voyons donc, le nihilisme peut être politique. Il peut être intelligemment politique ou bêtement politique. Quand le nihilisme est doctrinaire, il faut reconnaître qu'il échappe rarement à la stupidité. Nous évoquions avec le frère Thierry tout à l'heure Anar Casis Klotz, CL2OTS, qui est un homme d'origine allemande, qui pendant la Révolution française était membre du Parlement, de la Convention, et il prenait une négation militante de toutes les traditions. Il voulait nier toute idée de Dieu. Et d'ailleurs, il s'opposait à Robespierre, non pas parce qu'il critiquait la guillotine et la terreur, mais parce que Robespierre voulait
restaurer un culte de l'être suprême. Et donc Anarchasis Clotz disait « L'invocation du législateur à je ne sais quel fantôme magique est un hors-d'œuvre absurde, c'est ouvrir la boîte de Pandore. » En d'autres termes, il considérait qu'il fallait absolument jamais parler de Dieu ni d'être suprême qui pourrait remplacer Dieu, puisque c'était un peu ça l'idée de Robespierre. Donc le nihilisme anti-religieux devient une doctrine politique. Et cette haine de la religion anticipe sur ce que sera la position des nihilistes russes, dont je vais vous dire quelques mots, à partir de 1840, et ça anticipe aussi sur ce que sera la longue période anti-religieuse du bolchevisme russe sous Lénine et sous Staline, période qui connaîtra une accalmie pendant la guerre, puisqu'on sait que Staline, pendant la guerre, il a essayé de raviver un petit peu le sentiment religieux, parce qu'il considérait que ça fouetterait, en quelque sorte, le patriotisme russe. Donc dès le début du 19e siècle, des Russes se proclament nihilistes. Il s'agit pour eux surtout de rompre avec la religion et de rompre avec l'autoritarisme du tsar. Pissarev, qui était révolutionnaire, qui était aussi critique littéraire, se disait nihiliste. Il disait « Le nihiliste déclare la guerre non seulement à la religion, mais à tout ce qui n'est pas fondé sur la raison pure et positive. Donc, il ne doit rester que le culte de la raison. » On est tout de même un petit peu, on le voit, hein, dans la lignée de la philosophie des Lumières et de la Révolution française. Les nihilistes russes critiquaient la religion, mais ils critiquaient aussi l'art. J'aimerais mieux être un cordonnier russe qu'un Raphaël russe, disait encore Pissarev. Il disait encore, une paire de bottes vaut mieux que toute l'œuvre de Shakespeare. Vous voyez, c'est vraiment, donc en gros, n'a de valeur que l'utilitaire. Le pratique, une paire de bottes, c'est sûr que c'est pratique, l'œuvre de Shakespeare, c'est une élévation de l'esprit, mais c'est pas indispensable. Le personnage de Bazarov dans le roman Père et Fils de Tourguenieff, Père et Fils qu'on appelle parfois Père et Enfant, le personnage de Bazarov représente en fait très largement, le personnage inventé de Bazarov représente en fait très largement le personnage réel de Pissarev, qui était donc un critique littéraire. Il y avait bien sûr d'autres nihilistes, Dobrol-Lyubov, Bielinski, Vissarion Bielinski, qui était critique littéraire, qui était sur les mêmes positions. En fait, on ne respecte que la raison et que la science. La science au sens la science dure, hein, la chimie, la biologie, les sciences naturelles. Mais la science n'est pas une valeur. La science n'a pas de valeur en soi. La science, en fait, c'est très bien de connaître des choses, le maximum de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? La science ne répond pas à cette question. Ose savoir, disait Kant, bien entendu, il faut oser accéder à la connaissance quand c'est possible. Mais est-ce que ose savoir veut dire ose tout faire, ose faire tout ce que tu peux faire? Non, Kant n'a jamais dit ça. Qu'il vaille mieux savoir des choses que de rester ignorant ne fait pas de doute. Et cela ne nous dit pas quels sont les rapports entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Cela ne nous dit pas quels sont les rapports entre la science, chose que l'on connaît, et la technique. La technique, ce sont les choses que l'on fait, que l'on met en œuvre. Ce n'est pas la même chose de savoir ce qu'il en est d'un certain nombre de processus ou de décider de les mettre en action soi-même. Donc la science est un mouvement qui se dépasse en plus continuellement pour toujours plus de science. C'est un mouvement en quelque sorte qui s'auto-alimente, ce qu'on appelle un mouvement autogire. C'est pour cela que Heidegger disait « la science ne pense pas ». C'est à nous de penser à quoi peut servir la science, mais la science elle-même ne nous donnera pas de réponse. Et si nous sommes scientistes, en fait, nous ne pouvons être finalement que des vitalistes. En fait, les intentions qui ne seront pas validées par un succès technique n'auront pas de valeur. Seul aura de la valeur ce que nous aurons effectué. Donc nous allons être en fait dans une sorte d'activisme de la technique où nous ne croirons qu'en ce que nous avons réussi à faire. Ce qui est respectable, penserons-nous, c'est ce que la vie a fait triompher. Tel est le credo du nihilisme quand c'est un scientisme. Et donc, tel est le credo
du nihilisme russe. Donc en fait, n'est respectable que ce que la vie a fait triompher. Du coup, c'est le darwinisme social, somme toute. Les plus forts mangent les plus faibles. On n'est pas obligé de partager ce credo. À la rage de détruire des nihilistes russes, Albert Camus opposait la noblesse de la révolte. À la menace des ténèbres, à la menace de l'extinction des nobles passions humaines, à la menace d'une société apaisée au sens d'un grand, non pas au sens positif du terme, mais au sens d'un grand sommeil de l'âme, Camus opposait le choix ce qu'il appelait le choix du grand soleil ou le choix du grand midi, c'est-à-dire aller vers les autres et retrouver le sens de la fraternité humaine. À l'oubli des corps, car à l'hyper-intellectualisme, il opposait l'exultation des corps au racialisme de tous les bords, rabattant les corps sur un type biologique. Il opposait la lente et difficile construction des communautés humaines et le nécessaire sens des limites. C'est ainsi qu'il pratiquait, Albert Camus, l'antinihilisme, et il reste actuel parce que ce qu'il nous disait, ce sont des vérités de tous les temps. Il y a un nihilisme qui se veut l'inverse des vitalismes scientistes et qui s'alimente de la crainte des rapports de force. C'est un nihilisme voulu, c'est ce qu'on appelle, ce que le philosophe en question, qui s'appelle Gianni Vattimo, appelait la pensée faible. Je dis appelait, il est mort il y a quelques mois. Il appelait ça la pensée faible. Alors la pensée faible, c'était d'éviter de croire fortement en quoi que ce soit. Alors Gianni Vattimo pensait que si on évitait toute conviction forte, on éviterait les totalitarismes. On éviterait les violences qu'on a connues au XXe siècle et qu'on connaît encore dans notre siècle. Alors, il est certain que les gens qui ont des convictions fortes ont tendance effectivement à martyriser leurs adversaires, ça c'est certain. Mais l'idée qu'il suffirait d'avoir peu de convictions ou des convictions moyennes, modérées, pas fiables, pour échapper à cela, est vraiment une idée paradoxale et totalement fausse. Nous allons voir un petit peu pourquoi. Il pensait donc que si on évite les convictions fortes, on n'aura pas de domination, par exemple des experts du Parti communiste, des nazis, etc. Mais il n'avait pas réfléchi au fait que dans une société sans aucune conviction, il y a quand même des gens qui prennent le pouvoir. Ce sont finalement les financiers, ce sont les marchands, parce qu'en fait, si on ne croit plus en rien, il reste un seul critère dans une société, c'est le prix des choses. Donc du coup, la conséquence de cette pensée faible que prônait Gianni Vattimo comme soi-disant antidote aux violences totalitaires, ce nihilisme assumé que prônait Gianni Vattimo, consistant à ne croire solidement en rien, à n'avoir que des croyances faibles, on pourrait dire des croyances molles, eh bien, ça peut mener aussi à des choses qui ne sont pas du même ordre que le national-socialisme ou que le bolchevisme ou que le stalinisme, mais qui sont la marchandisation complète de nos sociétés, ce qui n'est pas non plus souhaitable et qui est à beaucoup d'égards ce que nous voyons actuellement. Donc ce n'est pas une solution et si rien n'a de valeur, si nous pensons que rien n'a de valeur, eh bien nous allons vite nous apercevoir à nos dépens que tout finira par avoir un prix. Et nos vies humaines aussi finiront tout simplement par être estimées en termes d'échelle de prix. Donc ça, ce n'est pas ce que voulait Gianni Vattimo. Je ne vais pas lui faire un procès, le pauvre, il n'est plus là pour se défendre, mais je pense malgré tout que c'était ce à quoi nous menait sa proposition intellectuelle. Nous en sommes donc arrivés là. La pensée faible, qu'on appelait parfois le faiblisme, n'est pas une solution. Cette pensée, en plus, consistant à croire, à ne pas avoir de croyance forte, liquide la notion de bien commun. Sous prétexte que le bien commun a pu être ramené au suprématisme des Allemands par le national-socialisme ou au communisme bolchevique sous Lénine et Staline,
on finit par en oublier l'idée qu'il peut y avoir un bien commun qui n'est pas réductible à cela, qui est un vrai bien commun. Et donc là, nous plongeons finalement dans un nihilisme collectif, dont les premières victimes, du reste, finalement, sont les faibles. Hein, parce que dans une société qui ne croit plus en rien, les forts s'en sortent, mais les faibles sont ceux qui s'en sortent le moins bien. Albert Camus, que j'évoquais tout à l'heure, lui résumait bien les choses en disant qu'il y a deux totalitarismes dangereux. L'un, c'est le totalitarisme de l'État, quand l'État nie l'individu, et l'autre, c'est le totalitarisme de l'individu, quand l'individu nie l'État. Donc nous en sommes plutôt au deuxième pôle, où l'individu nie le collectif. Alors dans un monde où le paradigme est individualiste, parce qu'il est libéral, la sphère privée s'auto-alimente à l'infini. L'individu est coupé de toute communauté, il est coupé de toute filiation, il est coupé de tout sacré, et cet individu ne tolère aucune privation de liberté. Il veut des libertés sans cesse accrues, des libertés toujours individuelles, toujours définies comme le droit de ne pas être entravé dans ses choix personnels, sans réfléchir au retentissement possible de ses choix personnels sur autrui, sur la communauté, sur ceux qui l'entourent, sur la société telle qu'elle est, sur la nation, sur sa patrie. La société, dans cette perspective de droit purement individuel, finalement, la société devient l'ennemi, les autres deviennent les ennemis. Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». C'est une phrase typique du libéralisme. Le libéralisme accompli repose effectivement sur ça. Quand on est vraiment libéral, on est ultra-individualiste, et donc on ne croit pas aux autres. On considère finalement que l'enfer, c'est les autres, que l'ennemi possible, c'est les autres, et on pense à soi avant de penser aux autres. Tout désir devient un droit, selon une logique du désir, bien analysée par le philosophe Michel Clouscar. L'idéologie du désir est devenue la reine de notre société. C'est un désir sans vision, sans but, qui devient une sorte de dictature du présent, et qui consiste finalement à laisser l'empire du désir s'étendre à tout, et finalement l'empire du marché, l'empire de la société de marché, l'empire de la marchandisation, s'étendre à tous les compartiments de la vie sociale. C'est ainsi qu'on peut parler du déchaînement, disait Michel Clouscar, de la bête sauvage. Et la bête sauvage, c'est justement le triomphe du désir purement individuel, purement égoïste, sans relation aux autres. C'est l'individualisme absolu, si je puis dire. J'ai mis en cause depuis plus de 10 ans, dans de nombreux livres et surtout de nombreux articles, le progressisme comme idéologie du progrès, comme idéologie du progrès qui est au cœur de la responsabilité de notre situation actuelle, de la régression sociale dont sont victimes les classes populaires et les classes moyennes, des délires sociétalistes, du climat de terreur idéologique, des guerres du droit qui sont les plus inhumaines de toutes, et du développement du crétinisme, et aussi des réactions superficielles à tout événement médiatisé, donc du règne de l'émotion immédiate, hein, donc du règne de l'émotion immédiate au détriment de la prise de recul. Éric Zemmour, avec son talent de polémiste qu'on lui connaît, revient lui aussi sur cette notion de progressisme, hein, que j'abordais dès mes premiers ouvrages, dès l'inventaire de la modernité, qui paraissait en 2007. Et avant de citer Éric Zemmour, je m'associe bien entendu à tous les mouvements qui réclament le retour à une liberté d'expression qui malheureusement en France a été liquidée au terme d'un processus qui a duré une trentaine d'années et qui coïncide avec le triomphe de l'idéologie libérale libertaire. Et cette liberté d'expression n'a de sens que si on la réclame pour tous, pour Éric Zemmour, pour Michel Onfray, pour Alain Soral, pour Dieudonné, pour Étienne Chouard, pour tous les intellectuels, les militants, les humoristes, qui expriment leurs idées d'une façon irrespectueuse par rapport à la bien-pensance, d'une façon irrespectueuse par rapport au confort intellectuel, comme disait Marcel Aimé, ce qui est pourtant le propre de tout polémiste, Voltaire,
Victor Hugo, Diderot en ont usé. La question n'était pas celle des idées elles-mêmes quand on réclame la liberté d'expression, car autrement, on se contredit soi-même. Si on ne réclame la liberté d'expression que pour les gens avec lesquels on est d'accord, ce n'est pas cohérent. La question est un principe fondamental. C'est la question de la... Comment dire? C'est la question toute simple, c'est la question toute nue en quelque sorte, de la liberté d'expression, telle qu'il n'y a pas de liberté d'expression si elle n'inclut pas le droit au blasphème. La loi doit bien sûr garder un rôle de garde-fou, mais c'était le cas avec la loi du 29 juillet 1881 qui punissait les injures et diffamations publiques. Entre-temps, ont été rajoutées toute une série de lois qui aboutissent à dénaturer la liberté de s'exprimer dans ce pays. Ces précisions faites, il nous faut donc comprendre ce qu'est le progressisme. C'est en fait un nihilisme de tout ce qui n'est pas l'individu. Le progressisme nie la légitimité de tout ce qui est communautaire, de tout ce qui est collectif. Il ne reconnaît de droit, au fond, qu'à l'individu. Et en même temps, ça rabat l'individu sur le même, c'est-à-dire sur un individu hyper interchangeable. Pourquoi interchangeable? Parce que dans une logique de société de marché, dans une logique de société où tout peut se vendre et s'acheter, il faut une large interchangeabilité des individus. Et donc, l'individu, en société progressiste, en société libérale, dans nos sociétés, est un individu en quelque sorte plastique, modelable, façonnable. La bonne image de l'individu dans nos sociétés, je dirais que ça pourrait être une imprimante 3D, vous savez, une imprimante en 3 dimensions. C'est ainsi que les médias veulent imprimer nos cerveaux, comme le décrypte bien une célèbre émission de TV Liberté, l'émission Immédiat que réalise Jean-Yves Le Gallou et un de ses collaborateurs. Le règne de l'individu, libre, a abattu les vieilles barrières entre les humains et les anciens préjugés, dit Éric Zemmour. Le patriarcat est mort et les femmes sont libérées de millénaires d'oppression. Zemmour définit le progressisme comme la religion du progrès, définition classique bien entendu, un millénarisme, effectivement un millénarisme, un peu comme sous Joachim de Flore, qui fait de l'individu un dieu et de ses volontés jusqu'au caprice, un droit sacré. Le progressisme est aussi un matérialisme divinisé, qui croit que les hommes sont des êtres indifférenciés, interchangeables, sans sexe ni racine, des êtres entièrement construits comme des Legos, les Legos pour enfants, et qui peuvent être donc déconstruits par des démiurges, et l'homme lui-même se voit comme un démiurge. Je cite toujours Éric Zemmour. Le progressisme, expliquait-il encore, est un messianisme. Messianisme, c'est ce qui arrive, ce vers quoi nous allons aller, sécularisé, c'est-à-dire que nous serions programmés pour toujours plus de progrès. Donc sécularisé, c'est-à-dire descendu sur terre. En fait, nous allons être sauvés, mais ici, sur terre, non pas dans un autre monde. Et c'est donc un messianisme sécularisé, comme le furent le jacobinisme, alors assez peu de temps, le communisme un peu plus longtemps, le fascisme une vingtaine d'années, le nazisme, le néolibéralisme ou le droit de l'hommisme. Le progressisme se confond évidemment avec le néolibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme accompli, le libéralisme achevé, et le libéralisme qui nous achève en quelque sorte, qui achève de nous détruire. Et le droit de l'hommisme, c'est la même chose que le progressisme. Le progressisme est une révolution. D'ailleurs, souvenez-vous, le livre de campagne de notre cher président, dit Zemmour, vous vous rappelez, s'appelait effectivement Révolution. Rappelez-vous, en 2017, le livre de Macron s'appelait Révolution. Alors nous avons donc ce portrait du progressisme, et nous nous disons, mais finalement le progressisme ne cesse d'affirmer des choses. Il affirme que sur Terre, nous allons aller, le progrès va générer lui-même de nouveaux progrès, va générer toujours plus de droits, toujours plus de possibilités de création de l'individu, toujours plus de satisfaction des désirs les plus baroques de chaque individu. Et alors comment pouvez-vous dire que le progressisme serait un nihilisme? Je me fais en quelque sorte l'avocat du diable, avec tant d'optimisme pour le progrès.
avec tant d'optimisme pour que l'homme puisse devenir une femme comme les autres, pour qu'un homme puisse devenir une mère comme les autres, et réciproquement, pour qu'une femme puisse devenir un père comme les autres, et qu'un vieux soit aussi un jeune comme les autres. Dans une société où nous avons de moins en moins d'enfants, mais de plus en plus de culte de la jeunesse, de plus en plus de culte des mamans, parce que on ne dit plus une mère, hein, on dit une maman. Rappelez-vous, en 2007, quand Ségolène Royal était candidate, elle se présentait comme une maman et qui parlait à toutes les mamans. Voilà. Alors qu'en fait, elle parlait à des citoyens de sexe féminin, c'est tout. On est en politique, on est entre citoyens. Non, c'était les mamans. Voilà. Comment ce progressisme pourrait-il être nihiliste, puisqu'il nous promet tant de bonheur, tant de toute puissance, et pourtant il est nihiliste. Il y a bel et bien une tonalité nihiliste dans le progressisme. C'est le refus de tout ce qui relève du collectif, c'est le refus de tout ce qui relève du peuple en tant que peuple, et non un peuple, ce n'est pas une simple addition d'individus, c'est le refus de toute transmission, puisque le progressisme dit que le nouveau est toujours, par principe, mieux que l'ancien. Windows 10, c'est mieux que Windows 9. Personne n'est capable sérieusement d'expliquer pourquoi, du reste, mais c'est comme ça. Et je suppose qu'il y aura un jour un Windows 11 qui sera, évidemment, nous dira-t-on, beaucoup plus performant, paraît-il, que Windows, etc., etc. Voilà. Tout ceci ne correspondant quasiment jamais à un progrès réel de notre rapport simple aux choses. Au contraire, c'est généralement des sophistications de plus en plus élaborées, de plus en plus complexes, et une dépendance de plus en plus grande à des choses dont l'obsolescence, c'est-à-dire le moment où les choses ne sont plus utilisables, l'obsolescence est toujours accélérée. Donc, le progressisme, on pourrait dire que, on ne va pas inventer un mot, mais enfin on pourrait presque dire, c'est le contraire d'un durabilisme. Hein. C'est le contraire de ce qui s'inscrit dans la durabilité. De ce point de vue, si on est hostile à la religion du progrès, donc hostile au nihilisme de la religion du progrès, on ne peut pas être simplement conservateur, puisque, en fait, aujourd'hui, beaucoup de choses qu'il aurait fallu conserver sont déjà détruites. L'essentiel presque est déjà détruit. Donc on ne peut être conservateur qu'en étant révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il va falloir réinstaurer des choses à respecter. Et là, il n'y a plus grand-chose à respecter. On verra qu'il est donc nécessaire de rompre avec ce qui nous a détruits, de sortir de la religion du progrès, de sortir de la religion des droits de l'homme, qui est l'exact opposé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit des peuples dont le préalable est le droit des peuples à rester des peuples, le droit des peuples de maîtriser leur territoire et le peuplement de leur territoire, et le rythme et le degré de métamorphose acceptable et souhaitable pour rester un peuple. Et cela ne veut pas dire rester identique, ça veut dire, puisque les individus changent, les peuples changent aussi, mais cela veut dire rester soi, rester dans une continuité de soi. Nous avons vu comment Nietzsche analyse le nihilisme. Consacrons les 10 dernières minutes à une petite réflexion sur... Ça mériterait... Le personnage est continental, hein, une petite réflexion, une brève réflexion sur Martin Heidegger. Les nihilistes sont pour lui les penseurs, les intellectuels, les hommes tout simplement, qui ne vont pas à la rencontre de l'être, qui sont dans l'oubli de l'être. Dans l'Antiquité, ce sont les Cyrénaïques, ces Zénon d'Élée, ce sont les présocratiques, c'est les philosophes cyniques et les philosophes sceptiques. Pour Zénon d'Élée, le monde est un et indivisible. Comme il n'y a aucune divisibilité des choses, en fait, rien n'existe, il n'y a que le un qui existe, donc c'est une forme de nihilisme. C'est le rêve d'un être tellement monolithique qu'il n'y a aucune chose dont on puisse affirmer l'inexistence. Il n'y a qu'un monolithe qui est l'être, un petit peu comme dans l'Odyssée de l'espace, le parallélépipède
monolithique que l'on voit à la fin du film. L'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, bien entendu. Il y a le scepticisme de Pyrrhon, qui est une forme de nihilisme, comment dire, qui ne croit pas que l'on puisse atteindre à aucune certitude métaphysique, mais qui ne juge pas, par contre, inutile la science ni les arts. Simplement, c'est le sentiment qu'on ne peut pas atteindre à une certitude métaphysique. Pour le coup, Pyrrhon d'Élis, Élis est une petite ville, enfin c'est un village à l'époque dans le Péloponnèse, en Grèce, et d'ailleurs finalement assez proche de Kant, dans l'idée qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne pouvons rien dire. C'est ce que Kant appelle la métaphysique. Il dit la métaphysique, on ne peut rien en dire. Le nihilisme ontologique que Heidegger récuse, c'est aussi celui de Gorgias, pour lequel il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, ça serait inconnaissable. Ça serait de toute façon incommunicable d'une personne à une autre, et seuls sont réels les phénomènes, ce qui apparaît, sauf qu'on ne peut pas dire autre chose de ce qui apparaît que quelle en est la forme au moment même de l'apparition. Donc du coup, on ne peut pas créer une catégorie. C'est l'affaire du morceau de cire chez Descartes. Si vous voulez, le morceau de cire peut se présenter sous forme de bâton, sous forme d'un bas-relief, etc. Et dans tous les cas, vous savez que c'est un morceau de cire. Et bien, si vous êtes dans la lignée de Gorgias, vous direz simplement « Je ne suis pas sûr que ça soit un morceau de cire, puisque je ne peux dire que, quand ça apparaît sous forme de bâton, je ne peux dire qu'il y a un bâton qui apparaît. » Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un morceau de cire. Vous ne pouvez pas, comment dire, supposer que c'est une des formes possibles d'autre chose. Vous ne pouvez en fait rien dire que ce qu'il en est sous la forme présente de l'apparition. Donc l'analyse d'Heidegger, c'est le contraire de l'analyse de Nietzsche. L'analyse de Nietzsche, c'est en termes de valeurs. Le nihiliste est celui qui ne laisse pas surgir les hautes valeurs. Et l'analyse de Heidegger dit le nihiliste, c'est celui qui n'est pas à l'écoute de l'être. Donc c'est pas du tout. Chez Heidegger, il n'y a pas, il faut bien le comprendre ça, de réflexion en termes de valeurs, du type la férocité, c'est mieux que la pitié, ou à l'inverse, c'est moins bien. Ça, c'est pas la question d'Heidegger. Il ne répond pas à cette question, il ne pose pas cette question. La seule question d'Heidegger, c'est que le nihiliste est celui qui oublie d'être à l'écoute de l'être. Avec Schopenhauer, on retrouve, un peu avant Nietzsche, hein, on retrouve l'ataraxie dont j'ai parlé dans le nihilisme de la faiblesse. Il y a aussi le non-engagement dans les choses de la vie pour essayer d'éviter la souffrance. Donc l'ataraxie, chez Schopenhauer, essaye de nier, essaye d'abolir en fait la volonté individuelle. Schopenhauer essaye d'abolir la volonté individuelle et de ne laisser subsister qu'une volonté collective dans laquelle en quelque sorte on se noierait de façon à ne pas prendre le risque de s'engager soi-même et donc à ne pas prendre le risque d'avoir une déception par rapport à un engagement personnel. Donc c'est en quelque sorte se laisser gérer par un flux qui nous dépasse puisqu'il est collectif. Dans les démons de Dostoïevski, un personnage, Kirillov en fait, s'écrit « Si Dieu n'existe pas, je suis Dieu ». Cette phrase va plus loin que le tout est permis. Car sans Dieu, en fait, ou si on se prend pour Dieu, on arrive très vite au culte idolâtre de soi. À moins de renouveler sans cesse les exigences narcissiques, ce culte idolâtre de soi finit vite par s'épuiser. C'est bien pourquoi les temps actuels sont marqués à la fois par le tout à l'ego, l'obsession de l'ego, et par la dépression et par des demandes de reconnaissance narcissique. Chaque minorité demande à ce que ses malheurs historiques soient reconnus, ou à ce que sa sexualité soit reconnue, ne soit pas brimée, soit mise à égalité de, etc., etc. Toute une série d'affaires qui étaient des affaires privées, que chacun gérait comme il l'entend, deviennent les leviers
pour obtenir des reconnaissances collectives. Voilà, donc chacun a besoin de se narcissiser en tant que membre d'un collectif, mais qui n'est pas un collectif traditionnel, puisque c'est pas la patrie, c'est pas la religion, ce sont des collectifs basés sur des identités choisies, par exemple les choix sexuels, etc. En outre, le culte de soi ne peut se maintenir qu'à un haut niveau de volonté. Avec l'affaissement de la volonté, le culte de soi s'effondre, et c'est ce que j'appelais justement le risque de la dépression. Nihiliste, ce mot désigne quelqu'un qui ne veut rien. Lit-on toujours chez Père et Fils de Tourguenieff, c'est toujours le personnage de Bazarov qui dit ça. Effectivement, si l'on ne donne valeur à rien, pourquoi vouloir quelque chose? Pourquoi respecter quelque chose? Si tout est plastique, tout peut être modifié génétiquement par exemple, tout est transgressable, et même en fait, si on considère qu'il n'y a aucune loi naturelle, je renvoie à l'essai de Pierre Manant sur la loi naturelle, paru il y a 6 mois, s'il n'y a aucune loi naturelle, il n'y a finalement rien à transgresser, effectivement, ce qui fait que notre société est à la fois faussement transgressive et effroyablement conformiste. Il n'y a rien de plus conformiste, je trouve, que la Gay Pride, c'est parfaitement ennuyeux. Je trouve ça... Alors, on peut trouver ça vulgaire, moi, je trouve ça profondément emmerdant, avant d'être vulgaire, je trouve ça surtout emmerdant. Enfin, totalement nul, sans imagination, sans talent, voilà. Et la rage de détruire des nihilistes russes a donc laissé place à la liquéfaction de tout chez les nihilistes contemporains, nos frères. Sur quel rocher pourra-t-on s'appuyer pour résister à cette marée liquide, puisque nous sommes dans une société liquide, une société où il y a de moins en moins de choses sur lesquelles on puisse s'appuyer, sur lesquelles on puisse avoir une croyance fiable. Songez que il y a 50 ans, le président de la République, on disait, c'est le chef de l'État. Sous De Gaulle, il y a moins de 5 ans, enfin, 20 ans, il y a presque 50 ans, puisqu'il a quitté le pouvoir en 69, nous c'est le 50e anniversaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que la notion de chef de l'État, elle était habitée. Et elle était d'ailleurs tellement habitée qu'on faisait très attention à des petits détails. Par exemple, dans le fameux discours de Malraux pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, il y a un moment très impressionnant où De Gaulle, qui a toujours sa casquette de militaire, enlève sa casquette, puisque c'est le moment de l'entrée du cercueil au Panthéon. Et donc il y a une forte symbolique au moment où le général est tête nue. Et alors maintenant, vous savez comment on appelle le président de la République dans les milieux des énarques? On dit le PR, président de la République. C'est-à-dire qu'il y a une désacralisation complète. C'est de cet ordre. Donc, sur quel rocher, je disais, pourra-t-on s'appuyer pour résister à cette marée liquide? Peut-être tout simplement sur la nature humaine, sur la nature de l'homme que tant s'acharne à nier. Et cette nature de l'homme, elle n'est pas du même ordre que la nature des animaux. Elle est plus complexe, bien sûr. Nous ne sommes pas que des animaux, nous sommes aussi des animaux, mais nous sommes des animaux très particuliers, bien entendu. Mais il y a certainement quelque chose qui peut-être nous sauver du nihilisme, c'est le besoin humain de stabilité culturelle, le besoin de permanence, le besoin d'un certain nombre de sécurité culturelle, le besoin d'inscrire des choses dans la durée et de ne pas tout vivre dans l'instant, de ne pas tout vivre dans le clap, en quelque sorte. Naviguer ne dure qu'un temps, il est bon de naviguer, mais encore faut-il savoir où sont les terres habitées, où sont les ports amis, où nous pouvons faire relâche. Et il est temps pour nous de mettre le cap sur un port d'attache. Merci à vous. Merci.